Et puis la rubrique au cœur de nos cultures sur le 240e anniversaire de la révolution Torodo. Les festivités se poursuivent. Nous intéressons ce soir à l'initiateur de cette révolution, Thierno Souleymane Baal. L'Almami a décrété la fin de la traite des captifs, la limitation des mandats politiques et la transparence dans la gestion des ressources. La gendarmerie française va renforcer sa coopération avec celle du Sénégal, une démarche dictée par le contexte sécuritaire préoccupant. En mission à Dakar, le directeur général de la gendarmerie française a été reçu ce matin par le chef de l'État. Denis Favier a été élevé au grade de commandeur dans l'ordre national du Lion. Le voici au micro de Omar Nying. Le président de la République m'a reçu dans le cadre de ce déplacement que j'effectue aujourd'hui au Sénégal. Un déplacement qui est orienté bien sûr vers la gendarmerie du Sénégal, force avec laquelle la gendarmerie française entretient de tout temps, et en particulier maintenant une coopération qui est extrêmement fructueuse. Et donc l'entretien a porté sur les conditions de cette coopération, alors qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes au Sénégal comme en France confrontés à une menace qui est de même nature. Nous sommes confrontés à une menace terroriste que chacun connaît et dont on a pu mesurer les effets dans le courant des derniers mois. Cette menace, elle existe aussi dans d'autres parties du monde et il nous faut maintenant, entre pays, nous entraider pour lutter efficacement contre cette menace-là. Je suis venu vérifier ici effectivement que nous étions en cible par rapport aux objectifs que nous nous étions fixés. Nous allons bien sûr continuer dans cette voie-là et entretenir davantage de développement encore. Nous vous faisons commandeur dans l'ordre national de Lyon. C'est un immense honneur pour moi d'avoir été décoré il y a quelques instants par le président Macky Sall. J'apprécie vraiment à haut niveau cette distinction qui vient d'être remise, qui est la plus haute distinction dans l'ordre des décorations sénégalaises. Il s'agit de l'ordre du Lion. Je mesure l'honneur qui m'est fait et je ferai en sorte de développer davantage encore les liens d'amitié qui unissent les gendarmeries sénégalaises et françaises. Le directeur général de la gendarmerie française reçu par le chef de l'État en fonds bleu d'1 milliard de dollars en gestation. La gestion des ressources en eau du monde et les conflits qu'elle charrie ont été au menu d'un panel de haut niveau ouvert à Dakar d'anciens chefs d'État, ministres et commissaires en charge d'organisations sous-régionales ou de l'hydraulique sont en immersion autour de la question eau et paix. La rencontre est présidée par le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne. C'est un reportage signé Abibou Mbaye. L'eau portée à un niveau d'alerte maximale. Source de vie certes, la ressource a longtemps irrigué les foyers de tension du monde marqués par des conflits autour des sources stratégiques liées à l'eau. Ce panel de haut niveau, créé en novembre 2015 à l'initiative de la Suisse et d'autres pays comme le Sénégal, vise à faire de l'eau un instrument de recherche de la paix. L'ex-chef d'État de la Slovénie, président de ce haut panel, expert en règlement des conflits, salue l'expérience de l'OMVS. Ici au Sénégal, vous avez une grande expérience dans le domaine de la coopération transfrontalière de l'eau. Et je pense que le potentiel de cette coopération est vraiment très vaste. Et maintenant, nous avons besoin des exemples, de pratiques qui peuvent nous montrer comment procéder avec les situations qui sont similaires à celle-ci de situation de le fleuve Sénégal. Toute stratégie globale doit être accompagnée par des financements pour mieux gérer la ressource dans les institutions formalisées. Aujourd'hui, les statistiques démontrent que sur les 263 fleuves et bassins au monde, les 200 n'ont pas d'institutions partagées. D'où l'urgence de mettre en place un fonds bleu pour leur gestion sans conflit entre pays. Il n'y a pas beaucoup d'investissements, il n'y a pas beaucoup de financement sur les questions d'eau d'une manière générale, comme en tout cas facteur de paix ou facteur d'intégration. Il est question effectivement de mettre en place un fonds bleu, à l'image par exemple du fonds vert. Nous partons sur la base à peu près d'1 milliard de dollars environ. Donc nous serons accompagnés par cela, donc par le Foresight Strategy Group, dirigé par Sindip Vaslekar, et nous allons trouver, en tout cas, au niveau des organismes de financement, la possibilité de mobiliser en tout cas donc, ce fonds nécessaire pour le développement de ces activités. Les ressources en eau, fort enjeu pour une paix durable, ont fait l'objet d'une prédiction alarmante de la Banque mondiale il y a 20 ans. En 1995 déjà, la Banque mondiale avertissait que, je cite, le pétrole a été à l'origine de nombreux conflits au cours de ce siècle. C'était le siècle dernier.
Ainsi, l'eau sera à la source des conflits du siècle à venir. C'était en 1995. Fin de citation. Une telle prédiction est aujourd'hui confirmée par les Nations Unies, qui estiment qu'environ 70 foyers de tension dans le monde auraient pour cause directe ou sous-jacente la répartition ou la gestion des ressources hydriques. Au demeurant, il s'agit d'amorcer un partenariat mondial visant à faire de l'eau un instrument pour la promotion de la paix dans le monde et non une source de potentielle crise. Au sortir de ce panel de haut niveau, des décisions fortes en découleront pour irriguer de nouveaux espoirs portés en ce liquide précieux, source de vie certes, mais également instrument de paix dans le monde. Nous restons avec Habibou Mbaye qui a recueilli les propos de l'ancien président de la Slovénie, Dr Danilo Turk, qui compte sur le Sénégal pour sa candidature au poste de secrétaire général des Nations Unies, crédité d'une riche expérience de près de 40 ans en règlement des conflits et d'assistant de Kofi Annan. Ce candidat européen veut remplacer Ban Ki-moon à la tête de l'institution onusienne. Le voici en marge du panel sur l'eau et la paix, au micro donc de Habibou Mbaye. Je suis un supporter des idées de prévention de conflits. J'ai beaucoup travaillé sur ce domaine comme l'assistant du secrétaire général Kofi Annan il y a 10 ans. Et avant ça, j'étais le membre du Conseil de sécurité et nous avons proposé un discours sur la question de prévention de conflits. C'est la base de ma candidature et aussi mon travail qui est un travail de longue durée. Je suis candidat qui a été présenté officiellement au mois de février et la semaine prochaine, nous aurons les discussions avec les candidats à New York, avec tous les pays membres des Nations Unies et on va voir quelles sont les idées que les candidats vont proposer et puis je pense que ça va faciliter la décision du Conseil de sécurité et l'Assemblée générale. Vous allez votre campagne par le Sénégal? Bien, j'espère que tous les membres du Conseil de sécurité vont me supporter, y compris Sénégal, bien sûr. L'ancien président de Slovénie, candidat pour le poste de secrétaire général des Nations Unies, le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne a présidé ce matin la cérémonie de signature du protocole portant sur la réalisation du projet Biosoy. Ce projet consiste en une exploitation agro-industrielle de 1000 hectares d'un coût de 5 milliards de francs CFA. L'exploitation est prévue dans la commune de Sierre, située dans la région de Louga. Amadou Aramtiama. Signature apposée sur le protocole et échange de civilité sous les garanties du Premier ministre. Ce protocole d'investissement accompagné par le FONSIS dans le montage financier est le fruit d'un partenariat win-win entre promoteurs sénégalais et étrangers dont l'objectif est la réalisation d'un projet agricole. L'exploitation initiale de 1000 hectares pour produire des graines destinées à l'export, des graines bio, mais également des semences certifiées d'arachide. C'est un projet de 5 milliards de francs CFA, dont les actionnaires sont le FONSIS, le Fonds souverain, le groupe Zalar du Maroc, le groupe NMA Sandeuse du Sénégal, le groupe Avril de France. Ce projet, dont les cultures vont démarrer au mois de juillet, va créer 200 emplois directs et d'autres indirects. L'exploitation va favoriser l'implantation d'une ligne moyenne tension de 20 km dans la localité de Sierre. Sur le plan économique, des retombées conséquentes sont prévues pour la commune et pour le pays. Ce qui est important également, c'est que 80% de la production du projet va être exportée. Ce qui est très positif pour notre balance commerciale. C'est le groupe Avril qui est le numéro 1 français des oléagineux qui a signé un contrat à long terme pour acheter 80% de la production. Nous intervenons également dans le cadre de ce projet pour produire des semences certifiées d'arachide. Cette exploitation qui a déjà enregistré l'adhésion des populations grâce à une ingénierie sociale en amont promeut une agro-industrie productive, compétitive et inclusive s'inscrivant dans les options du PSE. Le projet qui nous réunit ce matin s'inscrit parfaitement dans les options définies par le chef de l'État, le président Macky Sall,
de renforcer nos communes et d'en faire des territoires viables. C'est d'ailleurs là tout le sens que je donne à cette cérémonie. En cela, le projet Biosoy contribue au renforcement de l'acte 3 de la décentralisation qui est si cher au président de la République. Ce projet est aussi important car il concerne un des secteurs clés du PSE, le plan Sénégal émergent, à savoir l'agriculture et l'agro-industrie, sur lesquels nous misons. Le financement en dette, c'est-à-dire octroyé par les banques et remboursable sur 7 ans, celui mis par le FONSIS et les partenaires est en capital et donc non remboursable. Ils vont ainsi bénéficier des dividendes rapportés par le projet et la plus-value que leur participation va dégager lorsqu'ils décideront de la revendre. À travers ce type d'investissement, cette vision axée sur les besoins fondamentaux de l'Afrique peut trouver un répondant dans l'agro-industrie. Bientôt la fin des soucis de logement pour les étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar grâce au programme Campus Social d'Excellence qui va construire des résidences d'une capacité de 18 000 lits. Le projet est le fruit d'une collaboration fructueuse entre l'État du Sénégal, Amnesty Reality et UBA Bank. C'est un reportage de Pape Bonatiao. Première pierre d'un projet d'envergure au profit des étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Le programme Campus Social d'Excellence va tripler la capacité d'accueil du campus de l'UCAD avec un total de 18 264 lits pour un financement de 52 milliards de francs CFA. Cela témoigne des efforts qui sont en train d'être consentis par son Excellence le président de la République, M. Macky Sall, un ancien pensionnaire du COUD, pour améliorer les conditions de vie des étudiants dans les campus sociaux de nos universités. À mon nom et au nom de l'ensemble des acteurs de la communauté universitaire, je voudrais me féliciter de cette heureuse initiative du chef de l'État qui vient à point nommé. Les résidences qui seront construites vont beaucoup améliorer le cadre de vie des étudiants. Le financement a été facilité par un partenariat public-privé efficace. Notre partenariat avec l'État, qui se fonde sur des mécanismes de financement innovants, avec le concours de UBA Bank, apporte la solution de la contrainte budgétaire. Grâce à un partenariat public-privé, nous allons construire des campus sociaux d'excellence. Mieux encore, au bout de 15 ans, ces infrastructures deviendront le patrimoine de l'État. Je vous disais que le problème de l'UCAD est que les effectifs augmentaient de façon géométrique et les infrastructures de façon arithmétique. Il me revient, au nom du ministre de l'économie, des finances et du plan qui a été empêché, de remercier le président de UBA, de remercier la directrice générale de UBA Sénégal, de remercier également le directeur général de AMSA et de féliciter à travers le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche l'ensemble de la communauté universitaire. Hormis l'UCAD, d'autres structures universitaires vont également bénéficier du concept Campus Social d'Excellence. L'université Gaston Berger pour 2000 lits, l'université de Thiès, Bambey, Ziguinchor pour 1000 lits, l'école polytechnique de Thiès pour 500 lits, l'école nationale d'agriculture de Thiès pour 500 lits et évidemment l'université Amadou Makhtar Mbow qui est intégrée dans ce projet pour 3000 lits. C'est une première étape puisque l'étape ultime c'est 10 000 lits et l'université du Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass pour 10 000 lits. Les résidences seront modernes, elles disposeront de toutes les commodités requises au grand bonheur des étudiants dont le taux de réussite sera aussi sensiblement amélioré. La journée mondiale de l'autisme a été célébrée samedi à Kër Khaleyi, une structure d'accueil logée au CHU de Fann. L'autisme est un trouble mal connu et les parents sont souvent désorientés quand la maladie survient brutalement. La prise en charge des enfants autistes est pluridisciplinaire et elle exige beaucoup de patience et de moyens. Le ministre de la Santé en appelle à plus d'efforts et de dévouement. Omar Diaw. Selon la classification des maladies de l'OMS, l'autisme est un trouble envahissant du comportement qui affecte les fonctions cérébrales. On parle de troubles du spectre autistique et depuis quelques années, les Nations Unies ont décidé de cette journée. Quand on parle de Nations Unies, cela prouve que c'est un problème
c'est une difficulté, c'est un obstacle que les gens doivent surmonter, mais qui est pris en charge au niveau mondial. En venant prendre part à cette journée, le ministre manifeste sa volonté de faire plus pour un trouble sévère et précoce du développement de l'enfant, apparaissant avant 3 ans et mal connu. Beaucoup de personnes ne savent même pas que c'est une maladie qui existe. Beaucoup de personnes qui pourraient faire plus méritent d'être sensibilisées. La participation du ministre de la Santé redonne un peu plus d'espoir à tous ces acteurs de Kër Khalei à l'hôpital de Fad. C'est la première fois qu'un ministre de la Santé vient à Kër Khalei. Il faut dire que les professionnels s'étaient découragés, ils n'attendaient plus du tout. C'est un événement exceptionnel. L'association des parents d'enfants autistes fait ce qu'elle peut avec les moyens du bord, mais les structures d'accueil sont insuffisantes. Il n'y a que 2 structures sanitaires fonctionnelles au niveau du Sénégal qui s'occupent un peu de ces enfants, c'est Kër Khalei et l'hôpital de Thiaroye. Souvent, les parents ne savent pas où aller. Élever un enfant qui subitement présente des signes d'autisme peut pousser à la résignation. Il faut que gëm Yàlla d'abord, pour avoir la foi. Il faut que gëm Yàlla d'abord, nga xam ne Yàlla moo la ko teg, nga supporter, nga accepter ko. Une fois que les premiers symptômes sont décelés, généralement par les parents, c'est le parcours du combattant qui commence. dañ ma njëkk wax ne dafa am épilepsie cérébrale ci bopp bi mu dem ba mu yàgg ndeke autisme man maa njëkk a xamul sama bopp sax ne moom la. Le chemin est bien long entre les guérisseurs et finalement les médecins. Nous faisons les évaluations sur le plan médical et sur le plan paramédical. Paramédical, ça veut dire psychologique, orthophonique, psychomoteur, pédagogique, éducatif, etc. Isolement, perturbation des interactions sociales, troubles du langage non verbal sont autant de signes révélateurs de l'autisme. Ils doivent être confirmés par un diagnostic précis. Une bonne prise en charge peut permettre à ces enfants de mener une vie et d'avoir des activités à peu près normales. Médina Gounass prépare la 75e édition du Dakar. La retraite spirituelle se déroulera cette année du 9 au 18 avril. Le dernier CRD s'est tenu ce matin. Il était présidé par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Anaïs Nyanyamane. Du 9 au 18 avril, Médina Gounass, dans la région de Kolda, va accueillir des milliers de pèlerins pour le Dakar. L'État du Sénégal prépare activement ce grand rassemblement religieux. L'électricité, l'eau, l'accessibilité sont entre autres les problèmes posés par les organisateurs. Le ministre de l'Intérieur rassure. Globalement, il n'y a pas de difficulté, tout se passe très bien. Les mesures qui ont été prises, c'est celles-là d'abord qui ont tourné autour de la modernisation de la ville et en même temps donc du site de Médina Gounass, notamment au niveau de la voirie, au niveau des routes, mais aussi au niveau des autres infrastructures, notamment l'électricité et l'eau. À ce niveau, c'est vrai qu'il y a toujours des points de tension qui sont quand même liés un peu à, disons, la présence massive de pèlerins durant ces 10 jours de Dakar. Mais ce qui est important, c'est de faire prendre les dispositions qu'il faut pour qu'on ne soit pas surpris. À l'occasion de cette retraite spirituelle, des milliers de fidèles viendront aussi des pays limitrophes. Des mesures sont prises pour assurer une bonne circulation des personnes et des biens. Malheureusement, il nous est signalé encore des cas d'Ebola au niveau du pays voisin, la Guinée. Et nous savons tous qu'il y aura nécessairement donc un fort taux de présence donc, de nos parents guinéens au niveau du Dakar, que ce soit de la Guinée donc Bissau, que ce soit donc de la République de Guinée. Et dans les 2 cas, le point de passage qui est noté, c'est celui de Kalifuru. Donc là, nous nécessairement travaillerons à donc sécuriser davantage sur cette frontière-là. Donc amplifier bien évidemment donc les patrouilles, mais surtout être particulièrement regardant, en tout cas sur les aspects sanitaires. Le Dakar, c'est 10 jours d'intenses moments de recueillement. Des prières ont été formulées pour un bon déroulement de l'édition 2016. Vous le savez, le Sénégal a décidé d'accueillir 2 Libyens détenus à la prison américaine de Guantanamo pour des raisons humanitaires et pour également soutenir, à l'instar d'autres pays, la décision du président américain de fermer cette prison. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a profité du CRD consacré au Dakar de Médina Gounass pour rassurer les populations sénégalaises. Abdoulaye Daouda Diallo est interrogé par Anaïs Nyanyamane.
La vérité, c'est à titre purement humanitaire que le chef de l'État a eu à décider justement donc de leur transfèrement au niveau du Sénégal. Ce n'est pas encore des djihadistes, ça je le rappelle tout simplement, c'est des gens qui ont été arrêtés aujourd'hui, qu'il y a lieu justement donc à titre humanitaire de recevoir chez nous. Ce ne sont pas nécessairement des djihadistes. Écoutez, je ne vois pas quand même dans quelle mesure on peut nous décider d'importer le marché nous. Ça n'est pas possible. C'est juste des personnes qu'il faudra encore prouver, qu'il faudra assister parce qu'ils ont été particulièrement éprouvés pendant bien des années. Aujourd'hui, le Sénégal, à l'instar de bien d'autres pays, justement donc a décidé d'accueillir des fils africains. Je rappelle que c'est 2 Libyens, effectivement donc à terre africaine. Après Agen et Djambogne, le Sénégal va bientôt se doter d'un nouveau navire pour desservir Ziguinchor-Foundiougne. C'est la phase 2 du projet MIEP que la Corée va financer à plus de 50 milliards de nos francs. L'accord de crédit vient d'être signé à Ramdao. Dans la phase 1 du projet MIEP, le Sénégal s'est retrouvé avec 2 navires, Agen, Djambogne, le port de Dakonga et un complexe frigorifique de 2000 tonnes. La phase 2 ne compte pas faire moins. En plus d'une nouvelle desserte Ziguinchor-Foundiougne, il va permettre d'acquérir une drague de 400 mètres cubes/heure et bien plus. Également, la mise en œuvre d'un terminal hydrocarbures très important de 11 000 mètres cubes. Cela va concourir effectivement à l'amélioration de la disponibilité en matière d'hydrocarbures au niveau de la zone centre et va un peu soulager tous les camions qui viennent jusqu'à Dakar pour pouvoir disposer de carburant. Et la drague avec ses remorques et ses barges, cette drague permettra effectivement l'aménagement, la maintenance de nos cours d'eau. Quand nous savons tous que un marché de dragage, c'est des milliards qu'il faudrait débourser. Ces nouveaux projets d'infrastructures et d'équipements maritimes vont coûter 51 milliards 500. La Corée, partenaire du Sénégal depuis 1962, a déjà sorti le chéquier. À travers ce projet, la Corée désire vivement encourager le pays à tirer le meilleur profit de ses ressources halieutiques, mais aussi le soutenir dans le développement de ses infrastructures maritimes. Pour le Sénégal, c'est son ambition de devenir un hub maritime régional qui se concrétise de plus en plus. Ces importantes acquisitions permettront à coup sûr d'améliorer l'infrastructure de transport dans les zones rurales, l'aménagement des voies navigables et le désenclavement des îles du Saloum et de la Casamance. Plus spécifiquement, le MIEP 2 nous permettra de renforcer la desserte maritime Dakar-Ziguinchor, de mettre en place une nouvelle ligne Ziguinchor-Foundiougne et de créer des infrastructures au niveau des ports secondaires. C'est à travers la COICA que la Corée multiplie ces dernières années ses investissements au Sénégal. Ce pays a l'expérience et le savoir-faire nécessaires en matière de pêche. Il les partage volontiers avec le Sénégal, qui a un très riche potentiel. Lendemain du 4 avril au boulevard Général de Gaulle, les activités ont repris. Le matériel mis en place à l'occasion de la fête de l'indépendance est en train d'être désinstallé. Les citoyens trouvés sur les lieux reviennent sur les temps forts du défilé. Quant aux habitants du boulevard, ils souhaitent avoir durant toute l'année le beau décor qu'offrent actuellement les allées du centenaire. Jeanne Dior. L'ambiance de tous les jours au boulevard du Général de Gaulle. Le trafic reprend son rythme. Le long de l'artère, les magasins rouvrent. Le marchand ambulant avec son commerce est à la recherche d'un client. Les activités ont repris après plusieurs jours d'arrêt. Nous apprécions les dispositions prises pour la sécurité des populations. Par contre, nous demandons à l'État de revoir le nombre de jours où les boutiques sont fermées. 2 ou 3 jours, ça suffit largement. 2 jours, au minimum. Des drapeaux qui flottent, des bâches qui tiennent et la fermeture de cette voie qui mène vers la place symbolique renseignent sur la fête que notre pays a vécue le 4 avril. Des nostalgiques racontent.
bi ma seetaanee défilé bi di seetaan lépp ba nga xam ne nag fas yi ñu ngi ñëw moom ci la sama xol bi gën a sedd. J'ai suivi le défilé qui m'a plongé dans de bons souvenirs. Hier, ce qui m'avait marqué, c'est lorsque j'ai vu l'escadron monter. Dès que j'ai aperçu les chevaux arriver, j'ai eu la chair de poule. J'ai tout de suite pensé à l'histoire de l'islam, mais aussi à celle de Lat-Dior et de Samba Laobé qui se sont servis de ce moyen de transport pendant la colonisation. C'était très beau. Du venu du président Macky Sall. Il est jeune, il est né après l'indépendance. Bon, l'occasion a fait qu'il vienne pour présider un défilé. En ce moment-là, j'étais content, quoi. Ce qui m'a plus marqué, c'est les hommes de troupe. Moi, j'aime beaucoup les militaires. Quand je regardais le défilé, je ne voyais pas le président, comment il sort et comment il entre dans sa voiture et son cortège, comment il sort. Mais tout ça, l'ETS, Alhamdoulilah, nous a montré tout ça. Le boulevard de Gaulle affiche toujours un nouveau visage avant, pendant et après la fête de l'indépendance. Un décor que les riverains aimeraient voir pérenne. Personnellement, j'aimerais que les États politiques n'ont qu'à continuer ce qu'ils sont en train de faire. Pour moi, ils doivent continuer ça. Parce que d'ici quelques mois après, bon, quand vous passez ici, on dirait qu'ils n'ont jamais mis un pied ici. Oui, on est content de ça. Oui, parce que vraiment, ça a changé le décor. Nous, depuis notre enfance, oui, on a à des défilés ici. C'était l'avenue Bourguiba. Maintenant, c'est l'avenue Centenaire. On est content de tout cela. Dieu merci. C'est très beau. C'est très beau, c'est bien fait. Et puis il y a la sécurité aussi. Oui, vraiment. Le décor est joli. Hein. Les chaises et les estrades superposées, les tapis roulés, les tubes, poutrelles et planchers démontés, les techniciens se démènent. Rendez-vous est pris prochainement pour un autre dispositif pour encore fêter notre indépendance. Jean Dior, on va en attendant revenir sur le défilé. Comme toutes les forces de défense et de sécurité, la Marine nationale a participé au 56e anniversaire de l'indépendance du Sénégal. Une revue navale a été l'innovation de cette année. François Sec. Deux vedettes côtières rapides pour la défense du littoral, un engin de débarquement d'infanterie et de chars, un patrouilleur rapide de 33 mètres et un autre de haute mer de 45 mètres. Ce sont les 5 bateaux de la flotte de la marine sénégalaise qui ont défilé sous un beau temps au large de Dakar. Ferlo, Kédougou ou encore Carabane, des noms de villes ou de régions certes, mais aussi des noms donnés à ces patrouilleurs de la marine. Une manière pour eux de fidéliser les relations entre l'armée et la nation. Plusieurs passages ont été effectués. Admirez la formation en ligne de file ou encore la formation en rotation ou encore la protection. 5 bateaux de la flotte réunis pour voguer en même temps. Un superbe spectacle, la nouveauté de l'année 2016, sanctionné par le salut final des marins sénégalais. Le succès de la parade navale en ce jour anniversaire de notre accession à l'indépendance. De belles images, Françoise, de la marine qui a participé donc à l'instar des autres forces militaires au défilé de cette année. Et grâce aux moyens mis à sa disposition par le chef de l'État, le centre d'entraînement tactique de Thiès est fin prêt pour faire face au phénomène du terrorisme. Le centre d'entraînement tactique ou CET s'est implanté en plein cœur de la base militaire de Thiès, une cohabitation civile-militaire bien chantée, nous dit Cherfal. Niché dans le vaste périmètre de l'ex-base militaire, le centre d'entraînement tactique numéro 7 de la capitale du Rail est bien dans son rôle de phare des unités des forces de défense. Concernant les missions du centre d'entraînement tactique numéro 7, nous pouvons les décliner comme suit. Dans un premier temps, le centre prépare les unités des forces armées sénégalaises à pouvoir exécuter les missions intérieures. Sur un deuxième volet, le centre aussi a pour vocation de préparer les contingents qui sont déployés pour accomplir les missions extérieures.
Puis, notre découverte de curiosité nous mène jusque dans cette salle de simulation. Ces acquisitions qui relèvent de la réelle volonté du chef de l'État à doter les forces de défense de moyens pour faire face aux défis sécuritaires sont perçues comme une motivation de plus. Le CET7 va ainsi mieux s'adapter au contexte actuel marqué par la menace terroriste. Dans ce sens, le CET7 s'intègre naturellement dans le dispositif des forces armées parce que, comme vous pouvez le savoir, ce centre dépend directement de l'état-major de l'armée de terre. C'est un démembrement de l'état-major de l'armée de terre qui est chargé de préparer les unités à être déployées dans les théâtres. Sur un autre plan, il est difficile d'occulter cette autre réalité. Il s'agit de cette force de lien entre l'armée et la ville de Thiès. Une excellente relation entre les militaires et les civils qui sont là. Bon, parfois j'assiste à leurs cérémonies comme ça. Bon, c'est une excellente chose entre nous. Quand on est ensemble, on est rassuré parce qu'il y a la sécurité, il y a la paix. Le commandant de la zone militaire numéro 7 revisite ce lien et s'en félicite. C'est une confirmation d'une cohabitation entre l'armée du Sénégal et la nation sénégalaise, entre population civile et militaire. Les gens ont répondu à l'appel des autorités. La fête s'est déroulée en présence de toute la population de Thiès, quelles que soient les limites d'âge, les jeunes, les anciens, tout le monde a participé à cet événement. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous pouvons dire qu'il y a eu symbiose entre l'armée et la population civile, entre l'armée et la nation sénégalaise. L'histoire de la ville de Thiès retient cet élan unitaire et cette joie de vivre en parfaite harmonie. Nous allons parler d'autre chose. Dans le département de Birkelane, 40 tonnes de riz impropres à la consommation ont été saisies. Les autorités invitent les populations à plus de vigilance. C'est un reportage signé Sedina Alunfal. Après Dakar, Rambo débarque à Birkelane. Ce riz impropre à la consommation a été saisi dans le département de Birkelane. Une marchandise estimée à 40 tonnes. C'est 40 tonnes de riz qui étaient destinées à la population de Birkelane. Nous avons demandé au commandant de la brigade d'arrêter le camion. On a fait appel au chef du service régional du commerce de Kaffrine en rendant compte à M. le gouverneur pour qu'il vienne faire le PV de constatation, saisir le produit et entamer la poursuite judiciaire. Les populations sont sidérées. Tout citoyen qui voit ça dans une boutique, dans un magasin, qu'ils nous saisissent et nous-mêmes nous ferons le nécessaire. Ce riz n'est pas destiné à la consommation. C'est un riz qui n'est pas propre à la consommation et dans ce cas, il est formellement interdit toute vente ou toute consommation de ce riz, d'abord sur l'ensemble du territoire national, mais particulièrement ici dans le département de Birkelane. En plus de cette saisie, nous avons noté à l'intérieur qu'il y avait déjà 91 sacs dans 3 points de vente différents. Là aussi, nous avons fait arrêter le magasinier, le chauffeur et le convoyeur, les amener à la gendarmerie en attendant l'arrivée du chef du service régional du commerce qui va faire son travail et de là maintenant nous allons poursuivre les commanditaires ou les responsables de ce camion. Ici, les populations ont été invitées à plus de vigilance. Le département de Birkelane dans la région de Kaffrine qui abrite chaque semaine au marché tous les dimanches. Ce sont des milliers d'éleveurs qui viennent de partout du Sénégal et de la sous-région pour faire des affaires. Le marché hebdomadaire contribue au développement de la localité. C'est Dina Lumfal. La poussière qui s'élève indique sur l'intensité des activités. Ils convergent tous vers le marché, en charrette, en voiture, à pied. Le dimanche est jour de marché hebdomadaire à Birkelane, dans la région de Kaffrine. Le marché hebdomadaire de Birkelane est composé de deux parties. Il y a une partie qui concerne le marché à bétail et une autre partie qui concerne les céréales et autres produits. Et pour le marché à bétail où nous nous trouvons aujourd'hui, c'est un marché qui a été financé par l'UMOA à hauteur de 105 millions. Et sous la conduite de son Excellence M. le chef de l'État dans le cadre des programmes du Sénégal émergent, ce projet a été réalisé en un temps record en 2015 et lui-même est venu ici pour l'inaugurer. Chèvres, moutons, vaches, des milliers de bêtes, des milliers de têtes, des millions en recettes. C'est un marché qui rapporte beaucoup et à la commune
mais aussi aux éleveurs qui sont là et qui sont en train de mener leurs activités principales, qui se trouvent être acheter et vendre du bétail. Mais vraiment, c'est un marché très important et qui a un impact important aussi bien pour les acteurs, mais surtout pour la population. Ainsi, chaque semaine, éleveurs et clients se rencontrent à Birkelane pour espérer faire de bonnes affaires. Tous les dimanches, je viens ici pour vendre des moutons et c'est un bon marché. J'ai choisi ce marché hebdomadaire parce qu'on y trouve plusieurs races. Il en est ainsi. Dans le département de Birkelane, le marché hebdomadaire du dimanche est très attendu. Le dimanche, toutes les familles s'activent. Les vendeurs de cacahuètes, les vendeurs de galgotes, tout le monde s'active parce que le dimanche, il y a une foultitude de monde qui se retrouve à Birkelane et c'est l'occasion d'écouler tout ce qu'ils ont comme production. Le forail a davantage facilité les transactions entre les différents acteurs. Nous parlons du 240e anniversaire de la révolution Torodo. Les festivités se poursuivent. L'occasion pour la rubrique Au cœur de nos cultures de s'intéresser à l'initiateur de cette révolution. Thierno Souleymane Baal a jeté les bases de la démocratie dès 1776. L'Almami a décrété la fin de la traite des captifs, la limitation des mandats politiques et la transparence dans la gestion des ressources. Ndeye Aïda Dia nous parle de cette révolution qui a éclaté au Fouta au XVIIIe siècle. Thierno Souleymane Baal, un des précurseurs de la démocratie à travers le monde. Pour comprendre son leadership, il faut remonter jusqu'au XVIIIe siècle. En 1776, lorsque se produit la révolution du Fouta, il est au premier plan de cette révolte destinée à destituer les Denyanké, souverains du Fouta à l'époque, dans un contexte de razzia Maure. Ils ont combattu les Maures. Parce que les Maures avaient imposé pour chaque village un demi-kilo ou un kilo et demi d'or, qu'on appelle le mou de Horma. Donc il y avait une exploitation des Maures terrible, et surtout que les derniers c'est-à-dire les rois, les rois de l'époque, ne faisaient rien pour protéger les populations. Alors Cheikh Souleymane Baal, donc Cheikh Souleymane Racine Baal, a fait ce qu'on appelle la révolution Torodo. C'est-à-dire il a combattu les derniers commis. Thierno Souleymane Baal refuse alors d'exercer le pouvoir, alors qu'il lui tendait les bras. Avec ses camarades, il instaure l'Almamia, un État théocratique, mais démocratique. Lorsqu'il prescrit que la retransmission dynastique du pouvoir doit être systématiquement écartée, il pose un problème d'une importance capitale en demandant que le choix de ceux qui seront appelés à diriger le pays ne se fonde que sur la compétence, l'intégrité, la droiture, l'honnêteté, et en mettant de côté toute autre considération. C'est vraiment le premier souverain choisi ou bien élu après une concertation, après une élection. Donc tout est là pour donner à nos hommes politiques des références et à nos jeunes un repère. De même, Thierno Souleymane Baal a été à l'avant-garde de certains principes de la démocratie. Qu'il institue le principe des 2 mandats. Il devance de beaucoup ce que le monde actuel est en train de faire. L'Europe et certaines parties du monde considèrent que ce sont eux qui sont en train de forcer l'Afrique à limiter les mandats à 2. Il faut leur dire que depuis 1776, un fils du Sénégal avait déjà prescrit que dans le Fouta, tous les mandats ne dépasseraient pas 2 mandats. Et que même si au terme du processus, après avoir procédé à une sélection, on se rendait compte que le mandat risquait de passer pour une 3e fois entre les mains de la même famille, il fallait tout faire pour que cela ne soit pas mis en application, parce que 2 mandats suffisent largement. Contrôler le souverain, on essaie de voir est-ce qu'il s'enrichissait sur le dos du peuple ou non. Si on constatait qu'il s'enrichissait, on le démettait, on confisquait ses biens. On le remplaçait par quelqu'un qui est compétent. Donc le pouvoir n'était pas héréditaire, la circulation du pouvoir était là, l'accès était basé sur le mérite. Donc la méritocratie, on la prônait avant les autres. Bodé, son village natal. Ici, ses enseignements sont ancrés, car la recherche du savoir est un impératif chez lui. De même,
on se souvient encore de sa révolution qui a décrété la fin de la traite des captifs. Nous avons des témoignages écrits dessus, ce ne sont pas des témoignages oraux. Des témoignages écrits de voyageurs de l'époque. De Gaspard Théodore Monien, qui a visité le Fouta en 1818. Mais avant lui, de Clarkson, l'abolitionniste anglais au XVIIIe siècle. Avant lui, Jérôme Pétion de Villeneuve, qui était député maire de Paris, qui en 1790, à l'Assemblée nationale française, a parlé de l'Almami du Fouta. Il parlait à la fois de l'Almami Souleymane Baal, qui a proclamé l'interdiction pour les négriers de traverser le Fouta du sud-est vers le nord-ouest. Une révolution qui a donc prôné le respect et la dignité de la personne, les valeurs démocratiques et la transparence dans la gestion des ressources publiques, mais il a eu beaucoup de mal à s'étendre. Elle a cherché à l'étendre aux monarchies Wolof, du Kayor, du Bawol, et du fait que ces monarchies restaient encore connectées à l'Atlantique, étaient très puissantes, la révolution a échoué à s'exporter. Autre échec de cette révolution, l'instauration d'une société égalitaire au Fouta qui est resté un vœu pieux. Mais Thierno Souleymane Baal a surtout réussi à instaurer certaines valeurs démocratiques qui méritent d'être connues par les générations actuelles et futures. L'histoire de Thierno Souleymane Baal retracée dans la rubrique Au cœur de nos cultures. Avant de finir cette information, au Kenya, le vice-président William Ruto obtient un non-lieu. Ce mardi, la Cour pénale internationale a décidé de mettre fin aux poursuites contre lui pour crimes contre l'humanité. C'est à la majorité des voix que les juges ont convenu d'annuler les charges. Voilà qui met fin à cette édition. Abbas Sow sera sur ce plateau pour le dernier journal. Merci de nous avoir suivis. Passez d'excellents moments sur la RTS. Son Excellence, Monsieur Macky Sall, président de la République du Sénégal, dans le cadre du projet Renouveau du service public, rencontre les hauts cadres dirigeants de l'administration nationale les 9 et 10 avril 2016 au Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio. Ce forum national sera l'occasion pour le chef de l'État de remobiliser l'administration autour des enjeux de développement du pays. La satisfaction de l'usager sera au cœur des échanges. Les 9 et 10 avril 2016, au Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio, une rencontre historique marque le début d'une nouvelle ère pour l'administration de notre pays. ak fukki dërëm rek woo naa ci sama vétérinaire. allo waaw nag yi mucc nañu de kañ la ñuy programmer vaccin yi teg si woo ci sama client waaw waaw njëg bu yomb laa lay defal di ren avec Orange daal mooy sama solution. ñëw far. Son histoire date de plusieurs milliers de lunes. Durant son long voyage, elle s'attela à choisir les meilleurs ingrédients au parfum naturel. Arrivée au royaume, elle se proposa de préparer un mets légendaire à la gloire du grand roi. Dans un mélange d'art et de grâce, elle réalisa un chef-d'œuvre, un cocktail subtil d'herbes et d'épices au parfum et au goût alléchant, un cocktail qu'elle appela Mami. Lorsque le souverain vit ce plat, et dès qu'il y goûta, quelque chose de spécial naquit entre elle et lui. Un amour plus fort que tout. Et depuis, elle partage son secret avec le peuple qui l'a aimé. Mami, la tradition du goût. Bonsoir à
tous et ravi de vous retrouver pour ce numéro spécial Galaxy. Galaxy qui fait immersion dans le bataillon des sports. Bonsoir mon colonel, je me mets au garde à vous. Repos. Madame, bonsoir. Nous sommes très honorés de recevoir aujourd'hui l'équipe de la RTS. C'est la première fois dans ma vie que je me mets en camouflé, en tenue militaire. Il y a un garçon qui est là assis, Matt Gueye. Matt Gueye qui a fait 3 mois dans le temple de Shaolin. Comment ça s'est passé cette formation dans ce temple de Shaolin qui est en mythe aujourd'hui? Togumam. fas yéene wan leen li nga xamante ne moom mooy lancement wu mami muy coupe boo xamante ne kenn doon ko naatable comme niñ koy waxee la tradition du goût mami la mami ku ne xam ne sell na neex na faaxa. ñëpp xam nañ ne produit yu baax te sell yi. ñoom ñoo koy defar muy pâtisserie. waaw ñëw jël ak yéen produit yu bees bi nga xam ne mooy mami. waaw mami mii xam ngeen ne du ay caaxaan. kii togg mami la dafa jël si waat. waaw saf saf neex ànd ak ay ingrédients yoo xam ne àdduna wërngal képp. voilà boo ko mën si def ñu xam ne pâtisserie mbay bi ñu génnee nii du ay caaxaan. asalaamaaleykum waa Guédiawaye mbaa yéen a ngi ci jàmm mbaa yéen a ngi ci jàmm pare ngeen pour accueillir Wally Seck est-ce que pare ngeen Aïcha
Fatin le bien comment c'est que ñay atumanya sama dem ma bayuma yow ma mek aja bu la ci gënal yow ma mek aja bu la ci gënal yow ma mek aja yow bu la ci gënal nga defal ma ko nga sagal ma ko